Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau Sens Public, débat, chronique, reportage et expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours à 18h et 22h sur Public Sénat. Et ce 15 juillet était coché depuis longtemps sur l'agenda politique et économique. François Bayrou a dévoilé tout à l'heure ses pistes privilégiées pour trouver non pas 40 mais 43,8 milliards d'économies pour le budget 2026. Était-ce le grand moment de vérité promis par le Premier ministre? Comment ces deux plans, stop à la dette et en avant la production, vont-ils s'articuler? On en débat dans une minute. Et puis la seconde partie de ce Sens Public sera consacrée à un autre objectif qui explique d'ailleurs les 3,8 milliards supplémentaires à trouver, la volonté d'Emmanuel Macron d'augmenter plus vite, plus fort nos dépenses militaires. Le budget des armées en 2017 était de 32 milliards d'euros. S'ajoutera à la loi de programmation militaire actuelle un effort de 3,5 milliards d'euros en 2026 et de 3 milliards d'euros supplémentaires l'année suivante. Nous consacrerons donc 64 milliards d'euros pour notre défense en 2027. C'est le double du budget dont les armées disposaient en 2017. 64 milliards dès 2027. Comment y parvenir? Notre industrie de défense peut-elle augmenter encore la cadence? À quel point l'organisation de notre armée est-elle rendue obsolète par la guerre en Ukraine? On répond à toutes ces questions dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, les annonces du Premier ministre. Il propose notamment une année blanche, la suppression de 2 jours de congé et un plan de baisse des dépenses de santé. Fabien Recker. Il va falloir trouver près de 44 milliards d'euros dans le prochain budget, annonce François Bayrou, pour réduire notre déficit à 4,6% du PIB en 2026. Le Premier ministre a présenté une trajectoire et un plan. Et qui vise à enrayer l'engrenage néfaste dans lequel nous sommes entraînés, ou pour être plus exact, dans lequel nous nous sommes laissés entraîner. Et pour y parvenir, François Bayrou décrète tout d'abord une année blanche. Gel des dépenses de l'État en 2026, mais aussi des dépenses sociales. Les pensions de retraite seront désindexées de l'inflation. Parmi les autres annonces phares, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite, ainsi qu'une contribution de solidarité pour les plus hauts patrimoines. L'effort de la nation se doit d'être équitable, c'est-à-dire de demander peu à ceux qui ont peu et plus à ceux qui ont davantage. Mais François Bayrou veut également financer l'effort par le travail. Il avance une proposition, supprimer 2 jours fériés dans notre calendrier. Le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai, dans un mois de mai devenu un véritable gruyère, où l'on saute de pont en viaduc de congé. La mesure rapporterait selon lui plusieurs milliards d'euros dans le budget de l'État. Le Premier ministre a également promis de lancer des concertations pour une nouvelle réforme de l'assurance chômage et une modification de notre droit du travail. Le pronostic vital de la France est engagé, voilà ce qu'a dit le Premier ministre, et c'est une potion d'urgence que le docteur Bayrou nous propose. On en débat avec Alexandre Wizy. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur PS de l'Oise et enseignant en économie. Anne-Sophie Alsive, bonsoir et bienvenue. Vous êtes chef économiste de BDO France et enseignante en économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Aurore Malval, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Grand reporter chez nos confrères de Marianne et Mickaël Darmon. Bonsoir Mickaël, éditorialiste politique. Le moment de vérité, c'était le titre et on le voit d'ailleurs derrière vous, choisi par le Premier ministre pour mettre en scène en quelque sorte ces annonces. Alexandre Wizy, est-ce que vous avez eu le sentiment de vivre un moment de vérité? Je pense que le moment de vérité, c'est le débat budgétaire qui aura lieu à la rentrée. En fait, c'est plus un tour de chauffe, à mon sens, qu'un moment de vérité. Mais quand même, par rapport à ce qui a été dit il y a quelques instants, il faut faire le bilan de notre situation. Nous, lorsque nous avons donné les clés du camion, si je puis m'exprimer ainsi, aux macronistes en 2017, le déficit public, c'était 3,4%. En 2024, il était à 5,8%. Au 2025, il va être de 5,4%. Dans ça, pendant de longues années, on nous a dit que c'était les mesures de crise qui avaient expliqué le déficit. Lorsqu'on regarde l'empilement de la dette, on se rend compte que c'est ce qui a été fait du point de vue fiscal qui a conduit au déficit dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il n'y a plus de mesures de crise. Aujourd'hui, il y a 0,5 points de PIB qui concerne le reliquat de la crise Covid. Donc, on est bien sur l'échec d'une politique économique qui a été de baisser les impôts des entreprises et des ménages aisés, qui n'a pas apporté les fruits de la croissance et qui a mis le pays, qui a encalaminé le pays dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Donc oui, on est dans une situation
difficile, mais qui est le produit de l'échec d'une politique économique. Bon, François Bayrou, il a rappelé dans son propos de préambule qui dressait une situation quand même peut-être un peu dramatisée de l'économie de notre pays, que ça fait 5 décennies qu'on vit au-dessus de nos moyens. Donc je suis d'accord avec vous, il y a certainement une aggravation majeure depuis quelques années, mais il y a aussi une responsabilité collective. Mais on va avoir le temps d'en débattre. Anne-Sophie Alsif, qu'est-ce que vous retenez, vous, des annonces du Premier ministre? Est-ce que vous avez, je reprends la même formulation, le sentiment qu'il a dit la vérité aux Français? Tout à fait. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est vraiment d'être sur 2 plans. Un, on met stop à la dette, et il a vraiment donné les chiffres de vérité, de responsabilité. Il a parlé aussi de la charge de la dette, du poids des créanciers. Il faut le rappeler, la France maintenant s'endette à un taux supérieur à l'Italie, à l'Espagne et aux pays du Sud. Donc c'est quand même historique financièrement, il faut le dire. Donc ça, c'est 30 milliards qu'on prend et qu'on met à la poubelle chaque année. On financerait beaucoup de choses avec ça. Donc ça, il a dit, il y a vraiment un discours de vérité à la voix et il l'a dressé. Donc ça, déjà, moi, je salue parce que c'est assez rare. Et là, au moins, on a les chiffres. Il n'a pas forcé le trait. Non. Non, on n'est pas dans une dramatisation de la situation. Pas du tout. Les chiffres cités sont les chiffres de l'INSEE, les chiffres du Trésor. Donc après, on peut contester la statistique nationale, mais on parle de chiffres qui sont robustes. Et le deuxième volet, parce que c'est ça qui est intéressant, au lieu de toujours dire c'est mauvais, c'est de se projeter. Et là, on a quelqu'un qui se projette, qui fait une proposition en disant il faut aller sur le productif. Là où je vais revenir sur ce que vous avez dit, qui est inexact à mon sens quand on voit les chiffres, c'est pas un échec de la politique de l'offre. On voit que le déficit ces dernières années a été fait parce qu'on n'a pas eu assez de recettes publiques. Pourquoi on n'a pas eu assez de recettes publiques? Parce qu'on n'a pas eu assez de croissance économique. D'ailleurs, c'est ce défaut de prévision de croissance qui était beaucoup trop optimiste du gouvernement qui a conduit à ce déficit. Et donc, ce deuxième volet, c'est dire maintenant, c'est très bien, on va faire des efforts, mais on va produire plus. On va avoir une vision sur le moyen long terme. On va créer plus de richesses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il fallait avoir un cap qu'on a très peu eu jusque-là, il faut le dire. Avec un certain nombre de propositions. Évidemment, celle que tout le monde va retenir et dont on va débattre, c'est la suppression de 2 jours de congé qui a déjà provoqué beaucoup de réactions parce que le politiques. Oui, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses, mais je prends ma part là parce qu'évidemment, je pense que tous les Français vont d'abord se mémoriser ça. Mais on va essayer de parler du reste aussi. Je m'y engage, Anne-Sophie Alsif. Sur la dramatisation, comme je le disais en préambule, à un moment, il nous dit, François Bayrou, le pronostic vital de la France comme État, comme nation, est engagé. Or, Malval, on s'est parlé avec l'équipe avant d'entendre François Bayrou. Il est face à 2 stratégies. Il a choisi quoi? La stratégie peut-être d'une ambition dans les annonces et donc d'une dramatisation de la situation? Oui, alors effectivement, il y a des chiffres qui ne sont pas contestables. Néanmoins, la façon de les présenter, elle, est totalement, enfin, en tout cas subjective. C'est un parti pris. Oui. François Bayrou, lorsqu'il parle, qu'il fait la comparaison avec la Grèce, alors je ne dis pas que le risque n'existe pas, des économistes le disent, le risque de retournement, effectivement, existe. Néanmoins, est-ce que la France est dans la même situation que la Grèce à l'époque? Il y a beaucoup de choses qui diffèrent, beaucoup de paramètres qui diffèrent. Donc il y a en tout cas cette volonté de montrer le péril. Mais François Bayrou, il a toujours eu. C'est-à-dire que François Bayrou a aussi ce discours-là, qui d'ailleurs est assez typique de sa famille politique, des démocrates chrétiens. En cela, il est très proche aussi du discours que peuvent tenir les Allemands et des politiques d'ailleurs qu'ont mené l'Allemagne, qui est toujours citée en exemple justement sur ce plan de la réduction et du maintien du déficit public à un taux très bas. Donc c'est pas vraiment une surprise. Mais effectivement, on a aujourd'hui 2 enjeux. D'un côté, le président de la République, qui a aussi, lui, un discours de dramatisation sur le péril extérieur qui menace la France. Et de l'autre côté, ça rajoute 4 milliards d'économies à... On a le Premier ministre qui nous parle d'un péril aussi intérieur qui est construit à l'intérieur. Donc, effectivement, je dirais qu'on a une double dramatisation et c'est aussi une volonté de provoquer cet électrochoc et ensuite d'amener... Alors, il y a quand même beaucoup d'annonces. Est-ce que vous pensez qu'il a forcé le trait, quand même, François Bayrou, pour nous faire avaler une potion amère, en quelque sorte? Non, moi je pense qu'en effet, les chiffres qui ont été donnés ne sont pas des faux chiffres. Oui. La question maintenant, c'est comment on sort de cette situation et quel regard on porte sur elle. Le fait est que la comparaison avec la Grèce, le fait qu'ils le disent, ne me surprend pas. Pourquoi ? Parce qu'il a en tête, dans le schéma qu'il propose pour l'avenir, c'est-à-dire dans le schéma de réduction des déficits, il est sur un scénario que moi je considère être une forme d'austérité panique. C'est-à-dire que la vitesse de consolidation qu'il propose est beaucoup trop brutale, et 2 fois trop brutale, et va
casser l'économie. Avec un risque de casser l'économie et donc d'aggraver la situation. Exactement. Et donc, moi, dans le schéma qui est proposé, dans le chaînage qui est proposé, je pense qu'il va 2 fois trop vite. Je pense que les 43 milliards sont un effort qui est insupportable pour le pays et que ça va, au-delà de tout, dérégler la machine économique. Lorsque vous regardez les perspectives de l'OFCE, par exemple, ils montrent une remontée du chômage rapide autour de 9%, une croissance abîmée, alors qu'une consolidation qui est bien gérée peut amener le pays dans une autre situation. Donc là, on voit bien qu'il y a en effet, dans la dramatisation, il y a quelque part la reprise du scénario à la grecque qui, pour moi, n'est pas le scénario qui est le meilleur pour la France. Avec un élément qu'il ne faut jamais sous-estimer, c'est l'élément des marchés financiers, du regard que les autres pays d'Europe où les marchés financiers portent. Mais la crédibilité sur la croissance, vous savez, c'est important aussi pour les marchés financiers. Bien sûr, on est d'accord. À ce propos, la référence à la Grèce est en trompe-l'œil, parce qu'en fait, ce qu'il explique, c'est que nous ne sommes pas dans la situation de la Grèce, parce qu'il ne faudrait pas y arriver. En revanche, pour lui, ce qui est vraiment des référents, c'est la situation du Portugal et de l'Italie, où effectivement, dans les années, il disait de début 2010, il n'y avait plus de payeurs, il n'y avait plus de confiance dans la dette, et donc à ce moment-là, le pays s'est trouvé dans l'impossibilité de faire face à ces échéances. Donc la Grèce, c'est je dirais, à la fois, on agite en permanence, parce que ça a été le moment le plus dramatique. C'est le moment où un pays perd le manche. Et surtout, il y a eu le référendum. C'est l'Europe et le FMI qui imposent. Le peuple grec dit on ne veut pas cette austérité, et 4 jours plus tard, Tsipras est obligé de signer. Donc évidemment, il y a toute la dramaturgie. Mais il a utilisé pour dire nous n'y sommes pas encore. En revanche, attention, Portugal-Italie, c'est beaucoup plus crédible d'y ressembler. Alors, on a beaucoup entendu ces derniers jours, il est minuit moins, alors minuit moins le quart, minuit moins 10, minuit moins 5, bon bref, ce mur de la dette, il est de plus en plus haut. Ce comparatif avec la situation de la Grèce, il est exagéré ou pas, Anne-Sophie Alphy ? Alors, en effet, il est exagéré puisqu'on n'est pas dans la situation de la Grèce en 2010. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, là où il n'est pas du tout exagéré, c'est qu'aujourd'hui, si on ne fait pas, en tout cas, si on n'a pas un plan de réduction des dépenses importantes, on va payer beaucoup plus cher. Il n'y a pas de risque, on ne va pas payer, on ne va pas rembourser nos créanciers, on a la Banque Centrale Européenne derrière, on appartient à la zone euro. Quoi qu'il s'en dise, on peut encore emprunter assez tôt grâce à la zone euro. Si on n'était plus dedans, ce serait la catastrophe. Donc, merci l'euro, entre guillemets. Donc, oui, déjà, il n'y a pas de problème vraiment de soutenabilité, c'est-à-dire qu'on continue de pouvoir payer nos créanciers. Par contre, à un taux beaucoup plus important. Ça nous coûte de plus en plus cher. Exactement. Et quand j'ai autour de la table de dire, regardez, on va avoir de l'austérité, comment peut-on dire on va avoir de l'austérité alors qu'aujourd'hui, la charge de la dette, c'est 50 milliards. Demain, puisqu'on emprunte beaucoup plus, c'est 80 milliards. Et après-demain, si on est en 2030-2032 à ce niveau-là, c'est le premier budget devant l'éducation nationale. Donc on parle de faire en effet des économies sur la retraite, etc. Sur ce rythme de consolidation, vous avez juste 10-15 milliards comme ça que vous donnez clé en main. La question, c'est est-ce que 44 milliards, c'est trop violent, trop brutal ? Est-ce que 25 suffirait pour rentrer dans les clous malgré tout, des engagements qu'on a pris aussi au niveau européen, d'ailleurs. Anne-Sophie Alphy, et ensuite je reviens vers vous. Alors, complètement, c'est vrai que l'idée, ça aurait été d'avoir un plan qui pouvait être aussi plus échelonné, mais là, on voit qu'on a un problème présidentiel et qu'on a une instabilité. Et là, en fait, ce qui crée du stress sur la dette française, c'est pas vraiment la trajectoire, mais c'est de dire, est-ce qu'on va avoir un gouvernement capable, solide, de faire voter un budget avec des économies importantes. Et là, on rentre dans une question de discussion politique. Je peux me permettre que l'argument est réversible, parce qu'en fait, est-ce que politiquement, mettre 44 milliards d'euros sur la table au Parlement en octobre, c'est politiquement soutenable ? C'est insoutenable politiquement. Donc moi je pense qu'il met la barre à ce niveau-là. Pardon, on parle tous en même temps, donc je vous laisse la parole. Mais juste pour dire qu'en effet, moi je pense que d'un point de vue de ce qu'il faut faire économiquement et socialement, on est beaucoup trop brutal. Mais moi je pense, et on va continuer de l'analyser, qu'il met la barre à 44 milliards pour pouvoir avoir de la marge de négociation. Surtout, il met la barre à 44 milliards par rapport à un scénario, une projection, avec justement des hypothèses aussi qu'on ignore. C'est-à-dire si on continue sur une pente en déraillant. Je veux dire, c'est un peu une nouveauté depuis le budget présenté par Michel Barnier qu'on projette un budget par rapport à ce qu'il se passerait si des tendances se poursuivaient. Si on ne faisait pas les économies, c'est ça. Exactement. Oui, alors qu'avant, on prenait le budget 2024 et on disait par rapport au budget 2024, voilà ce que sera le budget 2025. Et si on raisonne comme ça, on n'est pas d'ailleurs, même dans le contexte actuel, à 44 milliards. On est aussi à moins, en fait, si on continue. Alors, on va s'appuyer sur un certain nombre de déclarations du Premier ministre. Alors, il y a eu quand même beaucoup d'annonces, donc on ne peut pas toutes les détailler. On reconsacrera demain un débat, évidemment, à ces annonces budgétaires. Et puis notre seconde partie sera consacrée à la défense. Mais l'une des annonces importantes, c'est cette année blanche. Ce n'est pas une surprise parce que ça fait des semaines qu'on nous en parle et qu'on a essayé de vous expliquer ce dont il s'agit. Écoutons le Premier ministre sur ce thème.
nous devons partager en 2026 une année blanche. Qu'est-ce que c'est une année blanche? C'est une année dans laquelle on n'augmente plus ni les prestations, ni les barèmes. Une année blanche, c'est une année où, en 2026, on aura exactement le même montant des retraites pour chaque pensionné que celle qu'on avait en 2025. C'est un effort collectif qui concerne toutes les catégories de Français et cette règle sera de ne pas dépenser plus en 2026 qu'en 2025. Pas moins, mais pas plus. Alexandre Wizik, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous dites, avec ce que nous annonce François Bayrou, ce sont les plus pauvres qui vont souffrir, ou alors quand même il y a dans le principe d'une année blanche un certain nombre de mesures qui vont permettre d'atténuer l'addition pour les ménages les plus fragiles? Justement, en fait, l'année blanche, si on regarde un peu dans le détail ce qu'elle dit et ce qu'elle nous dit, c'est justement le refus. Alors il y a deux dimensions. Il y a d'abord le fait qu'avec cette espèce de grand coup de rabot, on refuse de se poser la question de politique, de quelles sont les prestations, quels sont les cas dans lesquels les choses ne vont moins abîmer la croissance, dans lesquels la justice sociale est garantie. Mais surtout, derrière l'année blanche, il y a la mise à contribution des plus modestes. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans le premier décile de la population, parmi les plus pauvres, les 10% les plus pauvres, excusez-moi, les 10% les plus pauvres, vous avez 53% de votre revenu qui dépend de prestations. Si vous êtes dans les 1% ou dans le top 10% de la population, vous avez à peine 2-3% de votre revenu qui dépend de prestations. Autrement dit, l'idée de dire que l'année blanche est une manière de répartir également la charge de la difficulté entre les Français est une idée fausse, mensongère. Aussi, à côté de ça, il y a d'autres mesures, notamment pour les plus riches. Voilà, mais vous m'avez interrogé sur l'année blanche, donc je vous réponds sur l'année blanche. Je suis assez d'accord avec vous pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de courage politique dans le fait d'annoncer une année blanche, parce qu'il n'y a pas vraiment de décision politique. Et c'est quand même pour les ménages les plus modestes une année creuse. Rendons-nous compte quand même. On parle de gens, on parle de désindexer le RSA, c'est-à-dire de faire perdre 1% de pouvoir d'achat au RSA. C'est ça concrètement dont il est question. On est bien conscient de ça. Il y a moins de risques politiques, je reviens vers vous Anne-Sophie, mais moins de risques politiques avec l'année blanche en Malval ou pas? Pas forcément, parce que justement, vous pouvez avoir, on l'a vu d'ailleurs quand cette hypothèse était beaucoup évoquée ces derniers jours, que pour, par exemple, la droite, le fait de ne pas revaloriser le barème de l'impôt sur le revenu correspondait pour eux à une ligne rouge qui était une augmentation d'impôts et que donc ils n'étaient pas d'accord avec cette mesure. Vous avez aussi à gauche et même au Rassemblement national, effectivement, on va penser aux Français les plus modestes qui vont quand même souffrir davantage que les autres. Et j'ajouterais qu'il y a quelque chose d'un petit peu contradictoire dans la façon dont François Bayrou a présenté cette année blanche, c'est qu'il a dit que vu l'inflation, le faible pourcentage d'inflation, que finalement il n'y aura pas un grand impact. Donc ça semble un peu contradictoire de dire ce sera totalement... C'est pas ce qu'il a dit. Juste ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'impact. Il a quand même lié son annonce à l'inflation plus faible. Mais notamment sur le pouvoir d'achat. Ce qu'il explique, c'est que depuis 2 ans, vous avez en fait une inflation qui ralentit très fortement et des salaires qui augmentent. C'était le cas l'année dernière, c'est le cas cette année. Donc ça fait 2 années qu'on retrouve du pouvoir d'achat. Et ce qu'il explique, c'est que cette année, on va sûrement avoir une prévision d'inflation à 1,2%. C'est l'un des taux les plus faibles de la zone euro. L'année dernière, on avait plus d'inflation. Donc en effet, l'idée de faire ça, c'est dans une France aujourd'hui qui retrouve du pouvoir d'achat, où il y a une inflation beaucoup plus importante, le fait d'avoir un peu ces gels des prestations, comme vous l'avez dit, eh bien, ça a un impact moindre, puisque vous êtes dans une situation économique, vous avez moins d'inflation et vous retrouvez du pouvoir d'achat. Oui, mais est-ce qu'effectivement, ça rapportera finalement pas grand-chose, ou moins que ça prévu. Rapportera, c'est exactement ce que fait l'Espagne, qui n'a pas de budget depuis 3 ans, qui, elle, a un déficit en dessous des 3%, et qui est également un gouvernement plus socialiste. Donc ça permet de limiter l'impact sur la justement consommation des ménages, parce que comme vous le dites, c'est les revenus les plus bas qui consomment, tout en faisant des économies. Donc c'est assez malin de jouer sur ce prendre la parole. Michael, un mot et ensuite je reviens vers vous. Il y a évidemment une dramaturgie aujourd'hui, parce qu'on présente, voilà, c'est le moment qu'on attendait, ça fait 4 mois qu'il nous dit rendez-vous le 15 juillet, c'est aujourd'hui. Mais en réalité, aujourd'hui, il ne se passe rien, puisque en fait, ça va se passer. C'est le début des discussions. Ça va se passer à l'Assemblée nationale, et là, on comprend aussi l'architecture politique pour l'après. Qui a voulu être posé. D'abord une sorte de nouvelle en même temps, stop à la dette et en avant la production. Et en avant la production. Donc on marche sur 2, voilà, c'est la mécanique à lui. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est effectivement à la fois de recréer une sorte de tenter de créer un équilibre politique pour les débats à venir, en donnant des mesures qui peuvent effectivement
correspondre à ce que veut la droite, en particulier de raboter, accroître la dépense publique. Il y a eu tout un passage extrêmement libéral. Oui, ou toutes les mesures sur le travail. Et puis également, on va aller chercher les niches fiscales pour les plus aisés. Il y a un terme qui m'a frappé, c'est qu'il a au fond parlé d'équitable. Et ça, c'est une forme de message qui consiste à dire on va peut-être faire une rupture avec cette notion, le dogme de l'égalité, et de dire on va prendre à ceux qui peuvent peu, on va prendre peu, et les autres. Parce que les réactions politiques commencent à se montrer, et la pression sur une éventuelle censure, en particulier celle du RN, qui vient de dire qu'effectivement, si il ne revoit pas la copie, eh bien, il sera censuré, va commencer. Donc, en fait, ça ne fait que commencer aujourd'hui. Oui, il faut faire partir Bayrou, dit Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, si François Bayrou ne revoit pas sa copie, nous le censurerons. Boris Vallaud, votre camp, un budget brutal et inacceptable. Un dernier mot sur l'année blanche. Ensuite, on parle de la partie en avant la production et notamment des jours de congé, mais pas seulement. Non, mais juste, je voulais réagir à ce qui a été dit tout à l'heure en disant les salaires remontent, on reprend du pouvoir d'achat. On est justement sur des gens et des publics qui ne sont pas forcément dans le salariat, qui sont sur des prestations et donc eux-mêmes sont fragilisés dans ce moment-là et vous créez des écarts. Oui, mais c'est les chiffres de l'INSEE, ça. Non, tout à fait, je ne remets pas en cause. Mais je veux dire par là qu'il y a cette difficulté-là dans l'année blanche, c'est en effet qu'elle est profondément inégalitaire et que donc elle pose cette difficulté-là. Alors donc ce deuxième pilier, effectivement, en avant la production, là on reprend la communication de Matignon, mais... c'est le RTF, on est obligé. Non, merci beaucoup. C'est une vilaine vanne. C'est une plaisanterie. Je la prends. Moi, j'aime bien quand on vanne sur ce plateau. Ça m'arrive de le faire, donc c'est bien que les invités le fassent aussi. Le RTF, ça ne me rajeunit pas. Et contrairement à ce que vous pouvez penser en voyant mes cheveux et mes rides, je n'y ai jamais travaillé. Ce n'était déjà plus le RTF. Bref, on va écouter François Bayrou vouloir relancer la production, notamment en nous disant il faut travailler plus, il faut que toute la nation travaille plus. Et donc, ces 2 jours fériés supprimés. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Je cite comme exemple, mais je suis prêt à accepter d'autres idées, le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai, dans un mois de mai devenu un véritable gruyère, où l'on saute de pont en viaduc de congé, et qui est en avance de phase, comme on dit, un mois qui porte vers les vacances. Et là aussi, les réactions n'ont pas manqué. Jordan Bardella rejette cette idée. Sophie Binet, pour la CGT, rappelle que le 8 mai, c'est le jour de la victoire contre le nazisme et que ce serait très grave de supprimer ce jour férié. Sur le principe, Anne-Sophie Alsip, votre avis ? Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a quelqu'un qui dit il faut augmenter les recettes et pour ça, il faut s'atteler à la production et avoir une vision. C'est ce que fait la Chine depuis 30 ans, c'est ce qu'a fait les États-Unis depuis 10 ans avec les mesures protectionnistes. Et donc, il y a tout un ensemble de mesures. Alors, notamment, il a invité à tout le monde de lire le fameux rapport Draghi, donc je renouvelle aussi. Vous avez un état des lieux qui est absolument parfait et qui explique, en effet, il faut avoir plus de production. Il a parlé du fameux taux d'épargne historique, en le fléchant vers des instruments d'épargne, en aidant les entreprises européennes. Aujourd'hui, la majorité des épargnes finance Google et Apple. Ce serait bien de financer peut-être nos entreprises. Et puis aussi, il a parlé sur travailler plus, mais travailler plus. Alors, il y a les fameux 2 jours. Il y a les 2 jours de congé en moins. Mais plus globalement, c'est d'augmenter le taux d'emploi. Et ça, c'est en fait quelque chose de très important. En effet, on a un taux d'emploi très faible chez les moins de 25 ans et chez les plus de 55 ans. Et si on augmentait ce taux d'emploi au même niveau, par exemple, que l'Allemagne, ou même les pays nordiques, eh bien, on ne serait pas en situation de déficit, on n'aurait pas cette discussion. Donc là, c'est vraiment avoir un plan sur le moyen-long terme de dire il faut augmenter ce travail, de l'autre côté, augmenter le productif et la production pour augmenter les recettes et donc ne plus être en déficit. Alors là, on commence déjà à être dans le bras de fer politique. J'ai cité les réactions du Rassemblement national. C'est une nouvelle ligne rouge là, qui est en train d'apparaître, d'une certaine façon. Oui, bien sûr. Alors je pense que c'est, de toute façon, c'est une mesure qui, lorsqu'elle l'est dit, puis il le voit bien, François Bayrou, parce qu'il dit je suis aussi ouvert à en discuter. Mais tout le monde pense aussi à la suppression, cette journée de solidarité du lundi de Pentecôte. Il y a quelque chose d'un petit peu étrange d'ailleurs que dit François Bayrou, il dit ce lundi de Pâques qui n'a aucune signification religieuse. Alors je ne comprends pas trop pourquoi dans une république laïque, le fait qu'un jour n'ait pas de signification religieuse serait une raison pour le supprimer, parce qu'a priori ça n'en ferait pas un jour plus particulier. Mais ceci mis à part, effectivement, ça a un potentiel inflammable, c'est la question de travailler plus. Ce que vous dites est aussi, je trouve, très intéressant,
parce qu'on en revient toujours au même problème, et d'ailleurs qui est le problème qui a causé quelque part la situation dans laquelle on est, c'est le problème du chômage et des retraites. Lorsque justement j'écoutais pour le plaisir il y a quelques jours le débat entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing en 1981. Et c'est très intéressant parce qu'on dit à chaque fois le déraillement de notre système provient de la retraite à 60 ans qu'a mis François Mitterrand. Il se trouve que pour répondre à la question du chômage de masse qui commençait à arriver, Valéry Giscard d'Estaing avait plus ou moins les mêmes recettes et disait qu'il allait falloir des retraites anticipées, des pré-retraites, parce qu'on n'arriverait pas à absorber justement ces jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Et en fait, aujourd'hui, il est là le problème, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir des gens, les moins de 25 ans ont un taux d'emploi qui est faible, et les plus de 55 ans aussi, parce qu'on n'arrive pas à les garder dans l'emploi. Donc finalement, cette question des retraites, elle est cruciale. La question de travailler plus, c'est très bien, mais tant qu'on n'aura pas réglé ce qui se passe en bas, géré de la pyramide des âges, et en haut, on ne sortira pas de ce problème. Pour le coup, je ne trouve pas que cette solution soit hyper lucide par rapport à ce dont se prévaut François Bayrou. Oui, il y a aussi eu des annonces concernant les subventions et allègements fiscaux, etc. Et donc c'est une commission à laquelle une mission d'enquête à laquelle vous avez participé, 211 milliards distribués. Non, vous n'étiez pas dans cette mission. Au moment où je disais, mais non, c'était pas lui. Bon, excusez-moi. Voilà. C'est mon erreur du jour. Mais en tout cas, je vous poserai la question quand même sur le donnant-donnant que François Bayrou propose aux entreprises en matière de subventions, mais sur ces 2 jours de congé en moins. Est-ce que vous trouvez que le RN est démagogique en disant tout de suite pas un député du Rassemblement national ne votera pour la suppression de jours fériés ou pas ? Mais non, mais je trouve qu'en effet, il tape complètement à côté du sujet qui traverse le pays. Et je vais vous dire le fond de ma pensée, je pense qu'il le fait en sachant qu'il va le retirer. Je pense que c'est une mesure qui est faite, c'est ce qu'on appelle une diversion. C'est-à-dire que regardez là, c'est dans ma main droite, ne regardez pas ce qu'il y a dans ma main gauche. Donc pour moi, je vous le dis, je suis prêt à prendre, je ne vais pas prendre des paris parce que c'est très sérieux, mais je considère que cette mesure va être retirée. Et d'ailleurs, en effet, pour nous, c'est pas une mesure acceptable. On peut aussi considérer que dans un mois de mai comme celui de cette année où on a enchaîné 3 ponts, on pouvait en avoir un de moins, c'était pas la fin du monde. Si vous voulez, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le rapport des Français au temps et au temps de travail, à la manière dont ils vivent leur vie. Et je crois véritablement que dans notre pays, l'idée d'avoir un temps libéré pour soi, où on peut faire des choses, elle est ancrée. Et l'idée de dire qu'on va rentrer dans le sujet de la production en frontal avec cette vision de la liberté retrouvée, en effet, les beaux jours, les congés payés, ça renvoie à un imaginaire profond dans ce pays. Je pense qu'il est complètement à côté du sujet. Et je pense que c'est une mauvaise mesure. Et vous faites le pari qu'il va la retirer. Et par ailleurs, juste... je vous en prie. Parce que dans ce chapitre-là, il y a effectivement... Donc il s'est appuyé sur les travaux du Sénat qui avait commencé par interroger Bercy pour savoir combien l'État français donne-t-il aux entreprises. Et c'était impossible d'avoir une réponse précise. Donc il y a eu un long travail de plusieurs mois pour aboutir à ce chiffre de 211 milliards. François Bayrou le reprend et dit OK, on va remettre ça à plat, mais on ne va pas d'un seul coup tout supprimer aux entreprises. On veut que ces subventions soient en contrepartie d'un certain nombre de simplifications. Moins de subventions, plus de simplifications. Le principe, vous le trouvez logique ou pas? D'abord, pour moi, c'est la partie la moins claire. C'est-à-dire que ce moment de la discussion était totalement obscur pour moi. Pourquoi? Parce qu'on revient sur cette question de la simplification. Je vous rappelle qu'on vient de passer une loi. On vient de voter une loi sur la simplification de la vie économique. Je pense que j'estime que tout le monde a travaillé sérieusement et que s'il y avait des choses qui n'avaient pas été... d'en prévoir une supplémentaire. Mais surtout, il n'a rien été dit de ce qui était attendu. On nous a inventé un processus que Bruno Le Maire avait lui-même déjà mis en place il y a quelques années, qui est de dire entrepreneurs du pays, réunissez-vous et dites-nous... ce qu'il faudrait mettre pour simplifier. Je veux dire, l'histoire, c'est toujours recommencer les mêmes sujets, mais Bruno Le Maire, il y a quelques années, a fait exactement cette démarche lorsqu'il a initié. Donc pour moi, honnêtement là-dessus, on est sur quelque chose qui est très obscur. Et que je ne comprends pas. Rapide, Anne-Sophie. C'est pas obscur. L'idée, c'est de dire que c'est pas que les entreprises sont contre les normes et autres, mais c'est sur la surtransposition et surtout qu'on crée plus de normes, notamment, encore une fois, on n'est pas seul au monde en France, notamment par rapport à nos partenaires européens. Et que dans certains secteurs, nos entreprises se trouvent défavorisées par rapport à l'entreprise espagnole, italienne ou allemande. C'est ça le sujet. Bon, alors on va ouvrir un chapitre un peu plus politique avec vous, Mickaël, puisque François Bayrou l'a dit, on est à 2 pas de la falaise et de la chute fatale. C'est un moment de vérité qu'il propose aux Français, mais aussi pour lui-même. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous diriez qu'il atteint une sorte de sommet de sa vie politique ? Alors en tout cas, il pourrait
paraphraser un autre François. Hein. François Hollande, souvenez-vous, qui à Bamako avait dit c'est le plus beau jour de ma vie politique. Aujourd'hui, François Bayrou, il pourrait dire c'est le jour le plus compliqué de ma vie politique, parce qu'en fait, effectivement, il goûte une sorte d'étrange victoire. Ça fait 20 ans quand même qu'il nous parle de la dette. Il a été le premier à avoir identifié ce problème. Il y a consacré 2 campagnes présidentielles, parfois avec des regards un peu narquois. C'est vrai, c'est lui qui a tiré la sonnette d'alarme. Et puis aujourd'hui, hasard ou destin, comme il a dit lui-même, eh bien, ça lui revient de gérer ce problème au moment où c'est devenu, dit-il, un poison mortel pour le pays. Donc c'est un face-à-face quasi cinématographique. Voici François Bayrou face au dragon. C'est le final. Que va-t-il vraiment se passer? Parce qu'il est face à l'ennemi numéro 1, l'addiction à l'argent public et aussi à une forme de passivité économique, ne pas avoir la main qui tremble, ni le mot qui flanche. On a constaté aujourd'hui, on a entendu un verbe contraint, des phrases plus courtes, des images percutantes pour les Français, notamment celle de la dette de la France qui augmente de 5 000 € par seconde. Ça, effectivement, on n'est pas prêt de l'oublier. Donc aujourd'hui, c'était ni Churchill, ni Mendès France, mais bien François Bayrou. Avec cette question, est-ce qu'il peut s'en sortir au Parlement? Puisqu'on l'a bien compris, pour l'instant, ce sont des propositions. Il y a un texte de loi de finances qui devra passer par le vote et donc éviter la censure. Après 4 mois d'attente, aujourd'hui, un nouveau suspense commence. Effectivement, le sujet de la dette, auquel, donc, on l'a compris, François Bayrou s'est identifié, va-t-il provoquer sa mort politique ou au contraire son triomphe? Il faut quand même avoir bien en tête ce que pense François Bayrou de lui-même. Il pense qu'il est beaucoup plus courageux qu'Emmanuel Macron, qui, comme lui, avait identifié les déficits, les impacts d'un déficit non maîtrisé, mais qui a refusé de s'y attaquer, et notamment à garder la politique du chéquier à tout va après le Covid. D'autre part, François Bayrou est persuadé qu'après la décennie Macron, il sera le seul à faire vivre ce dépassement. Le dépassement est le courant central, dit-il, auquel les Français atterrissent toujours et auquel ils sont vraiment attachés. C'est ce qu'ils pensent vraiment. Donc aujourd'hui, effectivement, il a rendez-vous avec lui-même, pour reprendre un peu les premiers mots de son discours. S'il arrive à planter son drapeau au sommet de la dette française et s'inscrire comme celui qui aura bien affronté le dragon, alors dans la dernière ligne droite avant la présidentielle, il pourrait bien y avoir un nouveau concurrent. Allons, bon, il y en a déjà beaucoup, mais on suivra ça. Peut-être qu'on vous ressortira cette archive dans quelques mois. C'est le risque de la politique. Nos confrères du Figaro, Alexandre Ouizey, affirmaient ce matin que le Parti socialiste, votre parti, pourrait revenir à la table des négociations avec l'exécutif pour négocier un nouveau pacte de non-censure. Est-ce que les propositions faites par François Bayrou et la marge de discussion, vous rendent optimiste sur la volonté du PS de revenir à une table de négociation ou pas? D'abord, nous, en effet, il y a un sujet pour le pays est dans une situation extrêmement compliquée. Donc forcément, on est intéressé à ce qui peut arriver de notre pays. Donc évidemment, si on peut discuter, on discute. Et ne pas forcément endosser la responsabilité politique d'une censure et de l'absence de budget. Non, mais là, honnêtement, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut aller regarder dans les faits ce qui est proposé. Évidemment, moi je vous le dis très clairement, nous avons un bureau national de mon parti ce soir, mais il est évident que ce qui est proposé ne peut pas aller aux socialistes. Et j'aimerais revenir sur la signification quand même, parce que ce qui a été dit par François Bayrou est intéressant dans le discours. L'idée qu'il serait dans une forme de centralité. Moi je ne le crois pas. Lorsque j'entends François Bayrou dire les malades, pointer les gens qui sont dans des affections de longue durée, c'est-à-dire des gens qui ont des cancers, des dialyses, des diabètes, etc., j'entends l'année blanche, dont il sait, lui, qu'elle va d'abord aller fragiliser les populations les plus pauvres. Quand j'entends son discours sur le travail, que ce soit de dire on retire un fonctionnaire sur 3, c'est la vieille méthode Sarkozy de la RGPP. Moi, pour vous dire, chez moi, je suis habitant à côté de Creil. À Creil, on a mis 12 ans à revenir aux effectifs policiers que Sarkozy nous avait enlevés. Donc, l'idée que les fonctionnaires, finalement, on peut s'en passer, qu'on peut les retrancher. À un moment, il a dit, lorsqu'il justifiait tout ça, dire les Français, sur les entreprises, il a dit si les fonctionnaires sont recentrés sur le travail, ils pourront faire des travaux utiles. Comme si ce qu'ils faisaient n'était pas utile. Donc vous nous dites c'est un Bayrou de droite et pas un Bayrou du centre. Mais en tout cas, et puis sur le capital, des mots très choisis, il y aura un débat au Parlement, on verra bien comment les choses se passeront, alors même que nous, notre analyse, celle que nous faisons depuis des années, elle est de dire que ce qui abîmera le moins la croissance du pays, ce qui sera le plus juste économiquement et socialement, c'est de faire contribuer ceux qui peuvent. Et là-dessus,
ça a été très limité. Ça a en effet été un mot sur la contribution, mais vous savez qu'on attend depuis maintenant des mois que Amélie de Montchalin nous dise ce que va être son mini Zuckman, puisqu'elle nous avait proposé de travailler sur quelque chose là-dessus, c'est-à-dire sur l'imposition des plus revenus. On attend toujours. Donc vous voyez, honnêtement, pour l'instant, c'est sûr que les orientations, on n'a pas l'impression que c'est avec nous qu'il veut discuter et que les choses soient claires. Avec quand même, et c'est pour ça que je vous posais la question, Aurore Malval, l'une des questions qui va animer le suspense des prochaines semaines, c'est qui va prendre le risque d'une censure à la fois vis-à-vis de l'opinion publique, mais peut-être aussi, et je vous poserai la question après, vis-à-vis des marchés financiers. Votre avis là-dessus? Mais effectivement, on voit en tout cas, alors là, visiblement, le Rassemblement national est monté au créneau très fort, je pense qu'il ne pouvait pas de toute façon politiquement faire véritablement autrement. Mais on aurait pu penser aussi, avant qu'il y avait un petit trou de souris, effectivement, pour François Bayrou, pour deux raisons. Déjà, effectivement, la situation économique pose un problème pour quiconque veut se présenter et gouverner en 2027 parce qu'il hérite de ce bilan et ça veut dire quasiment l'impossibilité de mettre en œuvre aussi une politique ambitieuse ou en tout cas d'avoir des marges de manœuvre importantes pour mener justement une politique. Donc laissons François Bayrou en place pour qu'il fasse le sale boulot. C'est un petit peu ce qu'il disait, c'est-à-dire la Macronie soldera entre guillemets le bilan de la Macronie et puis ensuite il y aura une page blanche. Le problème quand même c'est que ça se passe aussi avec l'assentiment, il faut que ce soit voté, ça aussi politiquement c'est impopulaire auprès de l'électorat. Donc c'est un arbitrage effectivement entre les deux. Mais en tout cas cette pensée-là existe. Deuxième chose aussi pour le Rassemblement national, on a vu qu'ils se sont convertis quand même à un certain libéralisme économique. Quand justement il parle de la règle des 3%, ce qui est assez récent au Rassemblement national, un déficit donc qui soit contenu... le déficit contenu sous la barre des 3%. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau dans le discours. Et donc on a vu, d'ailleurs Jordan Bardella principalement, parce que c'est lui qui au sein du Rassemblement national porte ce courant plus libéral, qui lorsqu'il rencontre des patrons, chefs d'entreprise, etc., il dit finalement la réforme des retraites, la retraite non, on va finalement travailler sur la pénibilité, c'est plus aussi clair que ça de revenir à 62 ans. Donc on a vu une évolution du discours du Rassemblement national qui pouvait en tout cas laisser envisager que certaines mesures qui autrefois auraient été des lignes rouges n'en étaient plus. En revanche, là, on voit bien dans cette première présentation, de toute façon, tous les partis ont intérêt à dire que ça ne leur convient pas pour pouvoir peser et montrer aussi leur utilité et leur force de négociation dans la bataille qui va venir. Est-ce que ça arrivera? On ne sait pas, mais l'hypothèse d'une censure et d'une France qui n'aurait pas de budget à la fin du mois de décembre, qu'est-ce que ça pourrait provoquer sur les marchés financiers? C'est ça vraiment le grand risque par rapport à toutes ces discussions sur les mesures, c'est d'avoir en effet un risque de crédit sur la dette française. Encore une fois, on va être en défaut de paiement, on a la Banque Centrale Européenne, mais on va payer beaucoup plus cher. Et c'est ça que je trouve assez paradoxal dans les partis, je vois votre discours au Rassemblement national ou autre, des partis qui soi-disant veulent aider les plus pauvres, et les protéger. Vous regardez dans l'histoire économique qui est victime des crises de la dette, ce sont les pauvres. Les autres, ils ne paient pas. Donc si demain, on doit trouver 20-30 milliards en plus pour payer nos créanciers, et ça, on ne peut pas dire on ne vote pas, ou on vote pas. On est obligé de les payer. Sinon, on est en cessation, donc on n'a pas de choix budgétaire en disant je paie ou pas mes créanciers. Eh bien, si on fait ce choix, on a vraiment un stress sur la dette française. Ce sont toutes ces personnes que vous dites protégées qui vont en subir les conséquences. Rappelons-nous en Grèce. En Grèce, ils tiraient à pile ou face pour savoir qui allait avoir un traitement à l'hôpital. Donc là, c'est très, très concret. Et les crises de la dette, ce n'est pas 2, 3, 4 milliards. C'est des dizaines de milliards supplémentaires. Bon. Donc il faut vraiment être très clair là-dessus. Et les partis qui vont voter cette censure, il faut qu'ils soient responsables et conscients de ça. Alexandre Wizy. Deux éléments là-dessus. Premier élément qui est intéressant, c'est que vous avez ouvert cette émission avec quelque chose de juste, qui est de dire que la France, représentant 20% de l'économie de la zone euro, nous ne sommes pas dans une situation où de toute manière la Banque Centrale Européenne lâcherait l'économie française. Je pense qu'il faut quand même aussi rentrer dans la discussion et vous avez ouvert là-dessus et vous avez raison de le faire. Ensuite, sur la question de la responsabilité ça se partage. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être deux pour danser. Nous sortons d'un épisode où nous avons discuté une non-censure, où le Premier ministre avait promis de remettre devant le Parlement la question des retraites au terme d'un conclave. Il ne l'a pas fait. Donc, si vous voulez, forcément, chat échaudé craint l'eau froide. Et donc, nous avons un sujet sur la manière dont même nous arrivons à dialoguer avec ce Premier ministre. Et par ailleurs, évidemment, la copie qui est proposée ne ressemble en rien à ce que nous-mêmes nous aurions fait si nous étions en responsabilité. Donc, forcément, en fait, la dramatisation,
elle vaut si soi-même on se met dans la situation d'être un acteur de la discussion. Donc je veux quand même dire ce point-là parce que pour l'instant, le Premier ministre, sur les ouvertures, alors j'ai dû quitter parce que j'ai vu que les questions étaient encore en cours, mais j'ai dû quitter pour venir vous rejoindre ici. Je ne sais pas exactement ce qu'il a dit sur ce sujet, mais j'aimerais le savoir pour vous répondre complètement. Juste pour répondre rapidement, si je peux me permettre, je comprends, vous êtes le Parti socialiste, c'est franco-français, etc. Les investisseurs institutionnels au niveau international, ce genre de choses, ça les intéresse d'une manière très secondaire. De la BCE. Donc de dire, voilà, mais de dire que voilà, vous aviez le Parti socialiste avait proposé ça. Oui, mais nous on a une responsabilité démocratique devant la population, pas devant les investisseurs, vous voyez. Lorsqu'on paie les fonctionnaires avec de la dette, je pense que vous avez aussi une responsabilité devant les fonctionnaires à être payés. Et le problème de l'extérieur, c'est qu'eux, ils vont pas voir que tel parti a dit ça, etc. Eux, ils vont voir est-ce qu'il y a un budget ou pas qui est voté. C'est ça qu'ils vont voir. Alors, parmi les bien évidemment. D'autres réactions politiques, notamment au Rassemblement national, tiens, on va écouter Jean-Philippe Tanguy, le vice-président délégué du RN, c'était il y a quelques minutes. Pourquoi c'est un échec? C'est pas seulement parce que c'est injuste socialement, c'est que c'est stupide économiquement. C'est la purge sans la solution. Qu'est-ce qui se passera après? Où sont les économies durables? Il ne faut pas baisser le déficit pour 1 an. Il faut baisser le déficit sur 10 ans, 20 ans pour rétablir les comptes publics. Un mot, Mickaël, des relations entre François Bayrou et le Rassemblement national. Quels sont les leviers du Premier ministre pour amadouer Marine Le Pen et le Rassemblement national? Il y a la proportionnelle. Oui, il y a une sorte d'adversité courtoise. Ils se respectent mutuellement. Ils ont régulièrement échangé des termes pour dire qu'ils ne partageaient pas les mêmes valeurs, mais qu'ils se respectaient en compte adversaire. Et surtout, comme par hasard, il y a quelques jours, François Bayrou a remis sur le tapis et au centre de la table ce projet de créer la Banque de la démocratie, qui permet de pouvoir donc financer une campagne et bien entendu, répondant à cela, au principal problème, on l'a compris, et structurel du RN. Donc de ce point de vue-là, on sait qu'il y a une forme de résonance et que l'on peut entendre. Et je pense que, bien évidemment, effectivement, il n'y avait pas d'autres sujets, il devait réagir comme ça aujourd'hui pour poser la barre de la négociation. Mais bien évidemment, il y aura des discussions et très certainement, une fois de plus, le RN va se délecter d'être celui qui tient entre ses mains donc l'avenir de ce gouvernement. Oui, même si le Parti socialiste tient aussi... qui a lu la proportionnelle, qui a certainement modéré beaucoup des critiques. Juste pour finir rapidement, on parle des collectivités locales. Le grand problème aussi des institutions et de nos investisseurs, c'est de se dire, très bien, on va faire la motion de censure, et après ? C'est ça aussi le sujet, c'est-à-dire qu'on repart dans un cycle jusqu'en 2027, et après, qu'est-ce qu'on va proposer d'autre ? Et c'est là où on a vraiment le vrai risque de crédit. Alors, il y a eu également un certain nombre d'annonces concernant les collectivités locales, puisque tout le monde doit faire des efforts. 5,3 milliards demandés aux collectivités. On en parle tout de suite avec Quentin Calmet. Bienvenue, bonsoir, Quentin. Bonsoir à tous. Et donc, j'ai déjà donné le chiffre. Je voulais piquer comment les collectivités locales vont-elles participer. Voilà, vous avez un petit peu gâché le suspense, mais elles vont donc se serrer la ceinture. 5,3 milliards d'euros sur les 44 au total. Le Premier ministre qui a dicté une règle lors de la conférence de presse de tout à l'heure. On écoute François Bayrou. À cet effort de maîtrise des dépenses publiques, les collectivités devront aussi prendre leur part. Elles sont proches des Français, elles sont au cœur de l'investissement public, mais elles doivent participer à l'effort général. La règle sera que leurs dépenses ne dépassent pas dans les années qui viennent la progression des ressources de la nation. En clair, les collectivités locales ne doivent pas creuser le déficit et donc la hausse de leurs dépenses doit rester limitée. Dans son rapport de 2025, la Cour des comptes parlait d'un record en 2024 de la hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités locales, une hausse de 2,6%, alors qu'au même moment, la croissance française était de 1,2%. Le Premier ministre a également annoncé que la contribution des collectivités locales les plus riches, à hauteur d'1 milliard d'euros, serait reconduite l'année prochaine. Enfin, l'État s'engage à aider les départements les plus en difficulté avec leur budget, avec une enveloppe de 300 millions d'euros. Et puis alors, dans le même temps, là, sur ce tableau à côté du Premier ministre, on pouvait lire ce chiffre de 5,3 milliards d'euros. Oui, voilà, participation ajustée des collectivités, c'était ça qu'on pouvait lire sur, effectivement, le petit tableau à côté de François Bayrou. C'est François Rebsamen qui a explicité ce chiffre, le ministre des collectivités, c'était plus tard dans la conférence de presse. Écoute un deuxième extrait. La contribution qui sera demandée aux collectivités sera à ce titre de 5,3 milliards d'euros. C'est 13% de l'effort global, soit moins, il faut le dire, que la part des collectivités dans la dépense publique, qui s'élève à 17%.
Cela ne signifie pas, bien sûr, que l'État demande aux collectivités de faire moins, mais cela veut dire que la progression de la dépense devra être limitée au niveau de l'inflation cette année qui vient. Rebsamen qui s'est engagé à recevoir les associations d'élus dans les prochaines semaines, avec également plus de visibilité sur les ressources des communes, départements, régions, avec des visions à plusieurs années qui seront annexées au budget de l'année prochaine. C'est un engagement qu'a pris le ministre. Déjà, on a des réactions. André Léniel, premier vice-président socialiste de l'Association des maires de France, qui a jugé le chiffre de 5,3 milliards inacceptable. Et également Roger Carucci sur Twitter, le sénateur LR, qui a également réagi et assuré que le Sénat ne voterait pas ce budget des collectivités locales avec ce chiffre de 5,3 milliards. Merci beaucoup Quentin. Et donc je vous pose la question, Alexandre Ouizy, est-ce que là aussi la potion est trop amère? Plus de 5 milliards, 5,3 milliards d'économies demandées aux collectivités locales. Je vous dis, nous on considère que l'effort est beaucoup trop brutal. Et donc ce qu'on dit s'applique, j'ai envie de dire, a fortiori aux collectivités locales qui en plus ont une responsabilité particulière dans notre pays parce qu'elles font une très large part de l'investissement public. Et donc en fait, si vous touchez aux collectivités, vous touchez à l'investissement public. Par ailleurs, donc j'ai pas vu exactement le détail, mais les départements sont en très grande difficulté. Et si vous voyez une augmentation de la part des dépenses des collectivités locales, c'est parce que les départements qui sont en charge de l'aide sociale, qui sont en charge d'un certain nombre qui sont en charge du RSA, d'un certain nombre de choses, prennent de pleine face, si vous voulez, les difficultés de la population. On a appris il y a quelques jours que le nombre de pauvres était le plus élevé du pays. Tout ça n'est pas sans effet sur les dépenses des collectivités locales. Donc, dans les pas d'André Léniel, je pense en effet qu'on est sur une potion qui n'est pas souhaitable en fait pour le pays, qui en effet est quelque chose qui n'a pas de sens. L'effort acceptable, ce serait à hauteur de quoi, 20, 25 milliards? En tout cas, en effet, moi je pense que la consolidation qui peut être jugée comme acceptable et qui ne tue pas la croissance, qui n'abîme pas la croissance, c'est une consolidation où en effet on n'est pas dans une logique de 40 milliards d'euros. D'ailleurs, je vous signale que Michel Barnier, si on reprend la consolidation Barnier, n'était pas du tout dans ces ordres de grandeur. Il avait compris, lui, que sur ces sujets-là, la croissance, il y avait un sujet qui était important. Donc oui, c'est de l'ordre de moitié moins, en effet, ce qu'il faudrait faire pour être dans une consolidation qui est acceptable et qui n'abîme pas la croissance et l'emploi. Parce qu'on annonce une réforme de l'assurance chômage au moment où le chômage va remonter. Ce n'est pas un petit sujet. Enfin, sur les collectivités locales, ils demandaient 8 milliards au début. Qui ? Michel Barnier. Oui, non, mais bien sûr. Là, je parle de l'effort global. Je vous dis sur la pente de la consolidation. Et vous avez raison de le rappeler. Michel Barnier, tiens, qui annonce qu'il sera candidat à la législative partielle dans la deuxième circonscription de Paris. On a appris ça il y a quelques minutes. Si on fait seulement 25 milliards d'économies sur le budget 2026, Anne-Sophie Alsif, est-ce que c'est reculé pour mieux sauter? C'est-à-dire, est-ce que c'est les 15 milliards ou les 20 milliards, parce que maintenant on est à 44, qui vont manquer cette année, il va bien falloir forcément les trouver en 2027 ou en 2028, etc., etc. Oui, complètement. Là où c'est juste ce que vous dites, c'est qu'en effet, il aurait fallu avoir un échantillonnage et une baisse des dépenses beaucoup plus progressive. Le problème, c'est qu'il y a un an, on n'était pas dans la situation où on est actuellement. C'est-à-dire qu'on a eu la dissolution, on a eu déjà un premier gouvernement qui a été renversé. Et ça a énormément abîmer la confiance des investisseurs envers la France. Et aujourd'hui, le risque, c'est de dire ils ne sont pas capables de voter un budget. Ce qui n'était pas le cas il y a un an, puisqu'on était plutôt un pays très stable politiquement, notamment par rapport à nos partenaires européens ou mondiaux. Et donc c'est ça, en fait, la difficulté, et ce qui s'est passé politiquement, et cette instabilité, c'est que ça crée une surenchère, et à chaque fois, vous devez faire des économies plus pour rassurer politiquement, plutôt que être dans l'efficience et de dire, regardez, il n'y a pas de problème, on a un plan. Parce que le grand problème, vous l'avez raison, il faut faire une consolidation plus faible, mais c'est de dire, il faudrait un plan sur 10 ans. Les investisseurs, ils vous disent 10 ans, vous allez avoir le gouvernement qui va changer, on ne sait pas ce qu'il y a dans 2 ans, on n'a aucune stabilité, on n'est pas du tout assuré qu'on va avoir ce plan d'économie. Donc, dans le doute, on veut un plan qui soit important, qui montre que le gouvernement... C'est un point important. D'abord, merci de dire que c'est Emmanuel Macron, avec la dissolution, qui a mis le pays dans la difficulté pour ce qui est du taux d'emprunt. Et en effet, vous avez raison de dire tout à l'heure, on a un tiers de la dette française qui arrive à échéance avant 2029. On va réemprunter à des taux qui n'ont plus rien à voir. Les taux actuels sont, sur la dette qui arrive à échéance, c'est à 1,6. On va sans doute emprunter à 2,9 ou quelque chose comme ça. Donc évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Mais je vais au bout de la discussion que nous avions entamée tout à l'heure sur le fait qu'il y a derrière nous une Banque Centrale Européenne et qu'il faut avoir la rationalité de ne pas reproduire le scénario à la Grèce, puisque ce que vous décrivez est exactement le même mécanisme psychologique qui a animé les Grecs au moment de leur consolidation budgétaire, qui est de dire attention, les marchés nous regardent, faisons de la médecine de Molière, et qui en fait ont abîmé, détruit leur économie. Donc de la marge de manœuvre. Mais pour retrouver de la marge de manœuvre, ce n'est pas casser la croissance. Je conclue en disant on n'a pas la marge de manœuvre. Ce n'est pas casser la croissance. Retrouver la marge de manœuvre, c'est prendre le temps d'une consolidation qui permet
permettre au pays de se retourner progressivement, garder un objectif de long terme qui est 110% de la dette du PIB, ça pas de problème, mais prendre le temps de le faire pour ne pas casser l'économie, faire du chômage. Il y a des gens derrière. Enfin, on est en train de discuter d'un sujet sérieux. Bien Donc sûr, il faut le faire. Je sais bien, mais je veux qu'on se rende compte qu'on n'est pas juste en train de manipuler des chiffres. Derrière, c'est des vies, mais ce que dit Anne-Sophie Alsif, c'est attention parce que peut-être que si la dette s'accumule, ça touchera encore plus. Mais j'entends aussi que vous êtes d'accord avec moi sur la pente de la consolidation. L'idée, on en parle beaucoup des pays nordiques. Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, comme beaucoup de partis, peut-être plus au centre, d'avoir un accord de partis sur les finances publiques et de dire on a un plan de désendettement sur 10 ans et quelles que soient les échéances, on s'y tient et on désendette le pays et on a une vision claire ensemble, quelles que soient les échéances. En tout cas, on est prêt à discuter en effet de l'efficacité du plan de consolidation. Michael, vous vouliez dire. Vous avez prononcé le mot qui me faisait réagir, les gens. Les gens. Oui, parce qu'en réalité, on va commencer, et on l'a commencé, une longue période qui va transformer au fond chaque plateau de télévision et de lieux médiatiques en analystes, on va décortiquer la chose publique, on va rentrer dans des mécaniques parfois très très compliquées. La question de savoir aussi dans quelle mesure l'opinion, quand les Français vont juger ou vont comprendre, ou vont tenter de comprendre ce qui s'est dit aujourd'hui, vont-ils aussi peser sur les futurs débats à l'Assemblée. Moi je retiens quand même aussi, une fois de plus, l'architecture politique de l'intervention aujourd'hui de François Bayrou, qui commence son propos en disant « Nous sommes absolument accros à l'État. » À la dépense publique, oui. Nous sommes le peuple qui est le plus déprimé du monde, a-t-il dit, et nous sommes celui qui dépensons le plus en prestations sociales. Le pays le plus pessimiste au monde est celui qui dépense le plus d'argent public. Donc, c'est du François Bayrou. Voilà, c'est du François Bayrou, mais quelque part, ça regroupe combien d'analyses politiques, sociologiques, et donc ça peut être effectivement perçu par les Français. Il nous reste 3-4 minutes, je vais ouvrir un tout dernier chapitre, parce qu'on l'a évoqué, mais très rapidement, sur la santé. Je suis sûr que ça passionne évidemment beaucoup de nos téléspectatrices et téléspectateurs. On va écouter l'essence des propos de François Bayrou. Effectivement, on est dans une logique de responsabilisation. Nous devons collectivement réaliser un effort de l'ordre de 5 milliards d'euros. Nous devons responsabiliser les patients pour que le coût de la santé soit plus concret pour nos concitoyens. Un certain nombre de pratiques qu'il faut réguler. La multiplication déraisonnable par certains patients des visites pour contrôler un diagnostic ou pour contrôler ce que leur a dit le médecin précédent. Tout cela n'apporte rien aux patients. La santé ne peut pas être seulement un marché sur lequel les consommateurs soient sans frein et sans limite. Sur ce thème, Aurore Malval, vous rejoignez l'analyse que faisait Alexandre Guzy tout à l'heure, c'est-à-dire c'est plutôt un discours, on va dire, culpabilisateur vis-à-vis des Français. Absolument, c'est vrai que c'est intéressant, il parle, et il y a des dérives, mais il ne parle pas du tout, par exemple, de la surfacturation de certains actes, qui pourtant, on le sait, sont des dérives importantes dans le système de santé. Et donc là, c'est la responsabilité des médecins. Exactement, ne sont visés que les patients. Donc, ce côté toujours assez paternaliste chez François Bayrou, de fâcher un peu Là, c'est pas les Gaulois réfractaires d'Emmanuel Macron, mais ce seraient des enfants gâtés, un peu, qui se laisseraient vivre et qui prendraient un peu leurs aises avec l'argent public. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a une grande différence entre la dépense publique et les services publics. Et on a trop souvent, je trouve, le sentiment qu'on parle des deux pour la même chose, alors que la dépense publique qui est consacrée aux services publics est stable, voire elle baisse. Donc ça, c'est aussi très important de le dire. Mais pour répondre à votre question, oui, je pense que là, il y a une stigmatisation quand même des Français, d'une catégorie et pas justement de tous. Mais avec peut-être l'idée, Anne-Sophie Alsif, de reprendre conscience, parce qu'on l'a un peu perdu, que notre santé a un coût. Et c'est vrai qu'on donne la carte vitale et c'est... La carte magique, on dit aux c'est un peu la carte magique. Vous avez ce genre de carte, c'est surréaliste. Non, l'idée, elle en avait même me parlé. Par exemple, vous avez une opération, de recevoir une facture, combien ça a coûté, et derrière, il y a écrit 0. Voilà. Donc au moins, vous savez un petit peu combien il y a derrière. C'est vrai que c'est un petit peu ça le problème. Je pense, alors peut-être que c'est son style et autres, mais c'est de dire, voilà, la santé, c'est pas un peu l'open bar, ça coûte cher, on est
On est vieillissant, on est heureusement en vie de plus en plus longtemps en bonne santé, ce qui est une très très bonne nouvelle. Et si on veut garder cet acquis, eh bien justement, il faut préserver justement les dépenses de santé et essayer d'éviter d'avoir une dérive des dépenses dans ce secteur-là, parce qu'encore une fois, si après il faudra faire des cures importantes, eh bien ce seront encore les plus faibles qui vont subir les conséquences. Alors il y a aussi une mesure qui semble une mesure de bon sens. On est en manque drastique de médecins du travail, par exemple, et c'est de dire qu'il n'est plus nécessaire d'attendre l'aval d'un médecin du travail pour revenir en entreprise, et que ça peut être un médecin généraliste ou un spécialiste qui donne cet aval. Ça, et espérons que ça puisse rentrer en vigueur sans que ce soit trop compliqué. Alexandre Douzy, sur la philosophie générale, vous nous dites quoi? Vous nous dites on est encore dans un discours effectivement culpabilisateur si les dépenses de santé, parce que c'est une réalité, elles dérapent, c'est de votre faute, vous, Français et Françaises. Bon, déjà, je pense qu'on est au cœur du réacteur du pacte social français. Oui. On est dans ce qu'on a mis en commun en 1945, de se dire qu'on s'assurait la santé les uns les autres et que c'était comme ça qu'on fonctionnait. Donc je pense qu'on est dans quelque chose qui est fondamental pour nous tous. Et donc comment on fait pour le conserver? Exactement. Ensuite, vous dites le dérapage des dépenses de santé. En fait, les dépenses de santé, c'est pas qu'elles dérapent, c'est qu'on est dans un pays qui vieillit. Donc dans un pays qui vieillit, les dépenses de santé, elles augmentent. C'est pas c'est ça. Et par ailleurs, toutes les enquêtes qui sont faites sur la fraude sociale, la fraude aux questions de santé, en fait, la principale fraude, c'est la fraude aux prestations, aux cotisations sociales. Donc sur les prestations, vous avez un montant qui, en fait, est extrêmement limité. Et donc vous êtes dans une logique de culpabilisation d'une base. Il a évoqué ce que je disais tout à l'heure, j'aimerais bien rentrer dans le détail parce que je ne sais pas exactement ce qui est passé, mais il a évoqué les affections de longue durée, donc c'est-à-dire les maladies les plus graves, comme une piste sur les déremboursements ou sur pas des médicaments qui soignent l'affection de longue durée, mais des médicaments adjacents. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. Et il y a un plafond de 100 € aussi. Et par ailleurs, il y a un plafond de 100 € annuel. Donc voilà. C'était 50, ça passerait à 100. Et si vous voulez, aucun en effet discours sur les professionnels, sur la question de la surfacturation, sur un secteur très régulé. Donc oui, il y a quand même une orientation politique qui est claire, qui est de dire il y a tout un pays de profiteurs et de Gaulois réfractaires à qui il va falloir donner la leçon. Enfin, franchement, il n'a pas dit ça comme ça. Non, mais je me permets de le traduire parce que moi, je me sens un peu comme vous. Bon. Voilà. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat.